Merci beaucoup. C'est vraiment super de pouvoir vous parler de cette étude. Mais avant de démarrer, on voudrait vous dire que cette étude, elle va faire l'objet d'une publication dans un article la semaine prochaine. Donc, s'il vous plaît, ne publiez pas ces résultats. Hein, ne divulgachez pas nos résultats parce qu'on voudrait vraiment que ça apparaisse pour la première fois dans le cadre de cet article. Réhydratation de ces enfants souffrant de masse et déshydratés. Et donc, ça, c'est les vomissements, la déshydratation. On le voit souvent chez ces enfants souffrant de masse. Et très souvent, on n'a pas de bons résultats. Ils sont très déshydratés. Beaucoup vont décéder. On a jusqu'à 21% de mortalité. Et donc, cette étude, elle porte sur la réhydratation. On a souvent pensé que ces enfants avec gastro et déshydratation, puisqu'ils étaient tellement vulnérables qu'on ne pouvait pas utiliser les électrolytes et que ces fluides par intraveineuse allaient provoquer une défaillance cardiaque et qu'on allait avoir un déséquilibre électrolytique en les réhydratant. Et très souvent, ces enfants vont très mal et donc ça rend la prise en charge très compliquée. Et donc, on a été toujours très conservateur dans la prise en charge et différent de ce qu'on fait pour les enfants qui sont pas malnutris. Et on a une restriction de ces fluides par IV. Donc, on utilise plutôt les solutions de réhydratation orale, les ORS. On a peur d'avoir un déséquilibre électrolytique et c'est ce qu'on voit dans les recommandations chez ces enfants souffrant de masse. Et du coup, on a eu le Résomal, qui est une solution de réhydratation chez les enfants, une solution hyposodée qui est devenue la solution standard pour éviter les problèmes électrolytiques. C'est hyposodé, il y a une ferme teneur en potassium. Alors, cette étude GastroSam dont on vous parle aujourd'hui, elle s'intéresse justement à ce problème. Comment est-ce qu'on peut les réhydrater au mieux, ces enfants en masse? On a déjà réuni des données sur la fonction cardiaque et on s'est demandé si on pouvait les traiter par réhydratation intraveineuse sans problème et si les solutions ORS qu'on évitait pouvaient être également administrées sans risque. Et donc, on voulait comparer l'ORS par rapport au Résomal. Est-ce que ça permettait de réduire les événements adverses, améliorer la récupération de ces enfants et les réhydrater efficacement? Alors, l'étude, nous avons recruté des enfants avec masse et diarrhée, âgés de 6 mois à 12 ans, avec une déshydratation sévère à modérée. Et pour ceux qui étaient sévèrement déshydratés, on les a affectés à la strate A, et avec un bras témoin, qui est le système classique de traitement, avec un bolus. S'ils présentent un choc, et en blanc, c'est ce qu'on leur donne après le traitement pour choc, ou s'ils ne présentent pas de choc. Il y a deux stratégies qu'on appelle libérales, où on leur donne une réhydratation par IV, et l'un est le Pancil pour ce qu'on donne aux enfants qui n'ont pas de masse. Et notre principale comparaison, c'est de comparer cela, les témoins, au bras témoin. Puis, on a randomisé entre les deux types d'ORS, Résomal ou ORS standard, et on a inclus à la fois des enfants sévères et déshydratés. Premier résultat, on a une mortalité à 96 heures, et pour l'ORS, on a regardé la modification du sodium à 24 heures.
la taille de l'échantillon devait nous donner une puissance de 80% en supposant qu'on ait une mortalité de 58% dans le bras témoin et une baisse relative de 30% dans les bras qu'on a appelés libéraux, et donc plus de 90% de puissance pour détecter 3 millimoles de sodium. Et là, vous voyez nos sites à Kilifi, au Kenya, à Bale-Troti, en Ouganda, et puis les 2 sites MSF, Magaria et Maïdougouri. Nous avons recruté 415 enfants, 272 déshydratés sévères, 143 avec un peu de déshydratation. Donc les 415 ont été inclus dans l'étude comparative Rhizomale-ORS, et donc on va vous présenter les résultats de cette comparaison. Ça, c'est le recrutement. On a démarré en 2019. Et puis, évidemment, il y a eu la pandémie de Covid, et donc on a eu un arrêt du recrutement. Le recrutement a repris, mais très doucement, jusqu'à ce que MSF rejoigne l'étude. Et vraiment, en 2023, début 2024, on a réussi à boucler le recrutement et à être quasiment à la cible. Alors, pour vous donner un peu les caractéristiques des enfants, et on va comparer des enfants qui sont traités façon OMS par rapport à ceux qui sont dans les bras qu'on a appelés libéraux de l'étude. Voilà certains éléments qui sont peut-être intéressants à signaler. Le premier, c'est que c'est une population dans cette étude qui est relativement jeune, un âge médian de 13 mois, donc la plupart au moins de 2 ans. On voit aussi qu'ils sont très malades. On a des problèmes circulatoires, un pouls très faible, hypotension, un remplissage capillaire qui pose problème, etc. Tachycardie, il y a aussi un déséquilibre électrolytique. Le sodium est très bas. On le voit ici, donc une hyponatrémie assez marquée. La prise en charge clinique pendant cette étude, on a eu une très bonne compliance ou adhérence au protocole, c'est-à-dire que les enfants qui avaient besoin d'être réhydratés par intraveineuse l'ont eu. Ont eu ce traitement. On a eu à peu près 10% des patients qui ont présenté un choc à l'admission et qui ont été traités selon les bras de l'étude, comme on vous l'a montré. Et ils ont eu un bolus ou un fluide intraveineux en fonction du protocole. Autre point intéressant pour le bras masse OMS, où normalement on ne donne pas de fluide IV à l'entrée, on en a 13% qui ont reçu des fluides intraveineux dans un délai de 24 heures parce qu'ils ont présenté un choc au bout de quelques heures ou parce qu'il y avait d'autres événements adverses qu'il fallait traiter par fluide intraveineux. Et dans le groupe masse OMS, on a eu beaucoup plus de patients qui ont besoin de tubes nasogastriques par rapport à ce qu'on a vu dans les bras, dans le bras libéral de l'étude. Alors, on passe maintenant aux résultats primaires, c'est-à-dire réhydratation libérale versus standard. Nous avons suivi le principe de l'intention de traiter. Cette mortalité totale était de 7%. Et vous voyez le nombre de morts dans les 2 bras avec un odds ratio de
avec un intervalle de confiance assez large. On a vu que la stratégie libérale était supérieure et pas de différences n'ont été mises en évidence en raison d'une mortalité plus faible que prévu. La puissance de détection était relativement faible et à 28 jours, nous avons eu une mortalité globale de 11% et là, pas de différence significative entre les bras. Et on vous présente sur ce graphique la mortalité à 28 jours. Alors, les résultats nous montrent aussi ce qui se passe au niveau de l'œdème pulmonaire et la défaillance cardiaque. Et ça, c'était deux gros soucis et la raison pour laquelle les anciennes recommandations étaient si restrictives. Et en fait, on n'a pas de signes rapportés d'œdème pulmonaire ou de signes de défaillance cardiaque dans les bras de l'étude. On s'est penché sur les autres événements adverses sévères et on n'a pas vu de différence dans leur fréquence entre les bras, ce qui veut dire qu'on n'a pas une augmentation de ces événements adverses sévères dans aucun des bras. L'équilibre électrolytique pour les enfants très déshydratés, on a une évolution du sodium et potassium, surtout à 8 heures. On a une évolution plus rapide du sodium chez les enfants traités par intraveineuse, mais au bout de 24 heures, quand on poursuit les réhydratations, ça se rejoint. Donc, pour s'intéresser à la partie des hydratations importantes, on n'a pas de preuve de différence de mortalité à 96 heures ou à 28 jours entre les stratégies de réhydratation, mais c'est vrai que la mortalité a été bien inférieure à celle escomptée et donc ça a différé de nos hypothèses. C'est l'une des limites de l'étude, mais c'est tant mieux pour les patients. On n'a pas de différence, sans doute en raison du contexte dans lequel on a travaillé. On a un personnel qui était tout à fait dédié aux patients et on regardait activement s'il y avait des complications chez ces patients. Et donc ça demande encore de la réflexion. Les risques que nous avons recherchés, en particulier un remplissage trop important, la défaillance cardiaque, on n'a pas vu de différence entre les bras ou ce qu'on craignait évidemment, à savoir un surremplissage des patients. Alors, si on s'intéresse aux deux solutions de réhydratation, ORS et l'évolution du sodium, dans les deux bras, à 24 heures, on a une augmentation d'environ 5 millimoles de sodium et il n'y a pas de différence entre les bras. Et à 28 jours, on a une mortalité de 10%. Là encore, pas de preuve de différence. Et il n'y a pas d'autres preuves d'œdème pulmonaire ou de défaillance cardiaque dans ce groupe non plus. Donc on peut conclure que pour la côté réhydratation orale, il n'y a pas de différence mise en évidence pour le sodium à 24 heures entre les deux solutions et pas de problème de sécurité. Et d'une manière générale, si on s'intéresse aux deux parties de l'étude, on peut dire que déjà, il n'y a pas de différence de mortalité entre les groupes. On en a eu très peu. Et en tout cas, il n'y a pas de preuve que c'est délétère de donner une réhydratation par intraveineuse, ni d'utiliser d'ailleurs l'ORS standard par rapport au rhizomale chez ces enfants présentant une masse. Ces résultats sont assez importants pour savoir comment simplifier les protocoles pour prendre en charge les masses et également les enfants non masses dans nos contextes.
On a vu aussi une bonne observance du protocole et ça, c'est vraiment à saluer, surtout pour les équipes de MSF qui conduisaient ce genre de comparaison pour la première fois et ils ont été face aussi à une situation pas évidente, des inondations, etc., des problèmes de sécurité et on a évidemment besoin de compléter cela, mais on a déjà là quand même un ajout important à des épreuves qui étaient assez limitées. Et tout cela, comme on le disait, c'est grâce à beaucoup d'acteurs qui ont été impliqués dans cette étude, les patients, leurs familles et puis toutes les équipes qui ont participé à cette étude.